trouves un deal à 1 million, tu n'as pas le financement, je peux avoir le financement. Grâce à toi, j'ai le deal. Grâce à moi, tu as le financement. Ensemble, on le fait. Pour te dire, en fait, on n'a pas pu accéder au lobby. On est allé à la terrasse. Ils ont ramené la Porsche sur la terrasse. Ce qu'il faut, c'est réussir encore une fois à être fort personnellement, professionnellement et dans sa famille. Des fois, ce que je ressens moi personnellement, c'est par exemple une sorte de revanche. Tu vois, ça t'est détruit, on va le reconstruire. Même si c'était un lieu gigantesque, on va le refaire. On est un pays qui est de mon point de vue incroyable, magnifique, on a tout pour. Et on est en train de tout saloper. Salut à tous, ici c'est Nicolas. Dans ce 6e podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Carolin Artaud. Salut Carola. Salut Nico, ça va? Ouais, je passe en dessous. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Exactement. Il n'y a pas de coupure en fait dans ce podcast. C'est 1h30 où on va parler du parcours de Carolin en tant qu'entrepreneur et aussi de la Pologne. Donc Carolin, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, pleine forme. Je viens de finir une séance de sport avec ton premier invité ici. Oui. Hugo. Exactement, Hugo pour ne pas le citer, ça a été très cool. Et puis je suis venu ici pour le podcast, donc en pleine forme, super motivé et super content. Top. Pour l'anecdote, c'est que l'idée des podcasts, on s'est rencontrés à l'île Maurice en octobre 2023. C'était un podcast qui a été créé, non pas un podcast, excusez-moi, un mastermind qui a été créé par Jordan. C'est ça. Sur le business et l'immobilier. Et c'est là que j'ai eu l'occasion en fait, de te voir en vrai. On a passé une semaine ensemble. Ouais. C'était assez cool. Et en fait, grâce à ce séjour, c'est là que j'ai eu l'idée en fait, en commun avec toi de lancer le podcast. M'inspirer, de lancer le podcast. Et d'où, en fait, Hugo a été l'invité. Et tu as eu l'occasion de rencontrer Hugo en vrai ici en Pologne. C'est assez drôle pour moi parce que là, tu es le 6e invité du podcast. Donc c'est assez cool. J'ai un point, j'aimerais bien parler avec toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Carolin, par rapport aux personnes qui ne te connaissent pas éventuellement? Donc, je m'appelle Carolin Artaud. J'ai 34 ans maintenant, ça commence à faire. Ça fait plus de 12 ans que je fais de l'immobilier. J'ai commencé à titre personnel, je pense comme beaucoup de personnes ont commencé, en achetant un petit studio, en le rénovant en partie avec nos petites mains et en le revendant. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait ça une 2e fois, puis une 3e fois. J'ai ouvert ma société de marchand de biens par la suite. Donc un marchand de biens, qu'est-ce que c'est? C'est une personne via sa société qui va acheter des biens immobiliers dans le but de les revendre rapidement en dégageant bénéfice. Donc on n'est pas sur l'investissement locatif, c'était vraiment acheter, revendre. D'accord. J'ai fait ça pendant, jusqu'à encore aujourd'hui, mais pendant plusieurs années, ça s'est très très bien passé. Ensuite, 2019-2020, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et ensuite de partir sur une activité de formation où le but ça va être d'expliquer aux gens comment on fait pour investir dans l'immobilier. Alors comment ça m'est venu? Tout simplement parce que j'ai été invité à un séminaire sur l'immobilier. Je n'étais pas du tout dans ce truc-là, réseaux sociaux, formation, absolument pas. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande sur la partie marchand de biens, que ça n'existait pas, et donc je me suis mis à l'activité de formation. Ensuite, une agence immobilière, et aujourd'hui, je dirais que j'ai un groupe, en toute humilité, j'ai pas encore un groupe, je dirais que j'ai les fondations d'un groupe. J'ai des fondations, mais la maison, elle est encore en train de se construire. Il manque encore, je dirais, 2 bonnes années pour appeler ça un vrai groupe solide. C'est quoi ta vision en fait par rapport à ce groupe? Comment tu vois les choses? Alors, ma vision par rapport à ce groupe, je dirais que j'essaye en fait d'allier 2 mondes. Je vais essayer d'allier le monde un petit peu immobilier, promotion, marchand de biens, qui est un monde assez discret, assez chacun pour soi. C'est-à-dire qu'on va faire ses deals en cachette, on va pas trop en parler, on va pas trop montrer, on va gagner son argent, on va planquer un peu l'idée. Donc il y a cette idée-là, mais moi je suis un peu plus pour le partage, pas parce que je suis Dieu le Père et que je donne à tout le monde, loin de là, mais c'est parce qu'en fait on se rend compte que quand on va donner un petit peu plus, quand on va aider certaines personnes, en retour on va en avoir beaucoup plus. Et donc en fait seul on va loin, ensemble on va plus vite. Alors concrètement comment ça va se manifester? Eh bien ça se manifeste avec aujourd'hui un pôle accompagnement formation où on va former les personnes à investir dans l'immobilier. Je te prends un exemple très concret. Tu rentres dans mon accompagnement, tu trouves un deal à 1 million, tu n'as pas le financement, je peux avoir le financement. Grâce à toi,
j'ai le deal, grâce à moi, tu as le financement, ensemble, on le fait. Toi, sans moi, tu n'aurais pas pu le faire, moi, sans toi, j'aurais pas pu le faire. Mais du coup, vous créez une entreprise, vous êtes plusieurs actionnaires dedans en fait. Juridiquement, on va créer un deal par projet. Moi, je D'accord. fais rentrer ma holding, toi, tu fais rentrer ta société ou ta holding. En général, c'est plutôt des sociétés puisque c'est des personnes assez débutantes. On fait le deal, ensuite soit on dissout, soit on continue. Mais ça permet de faire beaucoup plus de deals que prévu. Ça, c'est une solution. L'autre solution, ça peut être, tiens, Nicolas, tu as 100 000 euros à investir. Tu as investi de ton côté et puis il te reste 20-30 000 euros que tu aimerais placer sur un deal. Moi aussi, je propose des deals où on va ouvrir des tickets à partir de, en général, 10 000 euros. Tu poses 10 000 euros sur un de mes deals et derrière, tu vas avoir une rentabilité. Encore une fois, moi sans toi, j'aurais pas eu ces 10 000 euros. D'accord. Donc tu vois, le fait d'ouvrir un petit peu, grâce aux réseaux sociaux et grâce au partage, etc., le fait de s'ouvrir un petit peu, ça permet d'avoir plus de deals et ça permet d'avoir plus d'argent. Ok. Voilà. Mais quand tu proposes les deals, admettons, quelqu'un veut investir 10 000 euros. Qu'est-ce que tu proposes en fait En contrepartie ? Ouais, en contrepartie. Alors, on va proposer 3 choses. Ok. Premièrement, une rentabilité. Sur 10 000 euros, on va proposer 14% de rentabilité brute. Oui, brut. Attention, c'est Oui. du brut, pas du net. Oui. En crowdfunding, aujourd'hui, on te propose du 10,5-11 brut. Donc, on va être 3 à 4 points au-dessus d'eux. Ce qui est une grosse différence déjà. Voilà. 30%. Donc, exactement. Donc, on essaye déjà, par rapport au crowdfunding, d'être meilleur qu'eux. La deuxième chose qu'on va proposer, pour être meilleur que le reste, ça va être les reporting. C'est-à-dire que toi, quand tu investis, moi, je suis absolument contre, et c'est tout ce que je prône, c'est n'investissez pas si vous ne savez pas dans quoi vous investissez et si vous ne comprenez pas. Et à l'inverse, moi, aujourd'hui, en fournissant ce type d'investissement, eh bien, je m'engage tous les mois à fournir des reporting hyper poussés. C'est-à-dire que je vais t'expliquer exactement, par exemple, on achète là, on a des villas en cours, eh bien, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris ce sol-là, comment j'ai cassé ce mur-là, comment on a fait l'ADP, comment on a fait le permis, etc. Je vais vraiment tout détailler, donc c'est sous forme de vidéo et de live, c'est une fois par mois. C'est-à-dire qu'en plus de recevoir de la rentabilité, tu reçois en gros une formation complète sur ce que tu as investi. Et tu vois et tu comprends là où tu as mis ton argent. Et tu comprends les décisions. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on propose, voir à travers des vidéos, c'est cool. Voir en vrai, comprendre en vrai, c'est encore mieux. C'est des sessions directement sur chantier où on va en organiser plusieurs. Alors, il ne faut pas que ce soit le bazar, qu'il y ait tout le monde qui vienne sur le chantier. Donc, on organise 3 sessions sur 3 week-ends. C'est déjà en amont, on explique les choses. Et durant ces sessions-là, c'est des journées chantier. Il y a les artisans, les architectes, nous, il y a tous les professionnels de l'immobilier qui travaillent sur le deal, qui vont t'expliquer physiquement ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, etc. Et à la fin, la soirée open house, tu viens avec ton costard, ta cravate, tout nickel. Et quand tout est prêt en fait, quand ton les gens les ton films, d'accord. papillon, et tu viens directement Champagne. visiter exactement le bien terminé. Et clairement, ça plaît énormément. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça me permet de lever la partie fonds propres. Tu sais, sur un deal, tu as une partie fonds propres et une partie bancaire. Ouais. Ça me permet de lever la partie fonds propres de manière facile, sans passer par du crowdfunding. Parce que le crowdfunding, il propose 11-10 à l'investisseur, mais à moi, ça va me coûte coûter plus cher. 18. Ouais. Donc en réalité, l'investisseur gagne 4 points en passant par moi et moi je gagne 4 points en passant C'est en direct par en fait. moi-même. Exactement. Voilà. Tu passes par les plateformes de crowdfunding qu'on peut Exactement. retrouver. Voilà. C'est en direct donc. Et ça, j'ai ma propre plateforme en fait que j'ai créée, D'accord. donc contractualisée, bien évidemment avec tous les agréments pour, et c'est cool. Ça, t'as mis combien de temps pour créer cette plateforme? 1 mois et demi. Ça a été rapide. Oui, parce que je suis passé par une boîte qui s'occupe justement de ça en fait. Exactement, qui ont tout et qui ne font que ça. Voilà. D'accord. Donc j'ai rien inventé, j'ai repris un modèle qui fonctionnait. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui en fait, t'as combien d'investisseurs dans ce... Je dois en avoir peut-être 300. 300 quand même. 300, ouais. Félicitations. Ouais, c'est cool. Un petit village. Et du coup, avant de lancer, parce que tu as créé une agence immobilière, enfin tu as l'agence Arto, mais de ce que je me rappelle, on avait changé à l'île Maurice, tu avais créé d'autres agences avant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as créé? Avec qui?
Ok. C'est quoi les histoires en fait que tu peux nous partager? Alors, des histoires à partager, j'en ai plein. Des bonnes et des mauvaises. Non, alors, je n'ai absolument pas de carte immobilière. Tu sais, quand tu as besoin d'avoir une agence, enfin, quand tu ouvres ton agence, tu as besoin d'avoir la carte TOG. Chose que je n'ai pas. Sauf que il suffit d'être associé avec quelqu'un qui a cette carte-là et tu peux ouvrir une agence. C'est-à-dire que sur toutes les agences que j'ai eues auparavant et encore aujourd'hui, je suis associé. La première, je l'ai fait avec mon ex. On s'est séparés. Il a fallu donc stopper aussi cette association. Heureusement, j'avais l'ex d'avant qui avait sa carte avec qui je m'entendais bien, avec qui j'ai pu m'associer. Sauf que le mari de l'ex d'avant avec qui j'étais associé, bon, ça me plaisait pas forcément, ce que je peux comprendre encore une fois. Surtout que du coup, j'avais l'ex d'avant qui était la patronne de ma nouvelle copine. Bref, c'était un bordel pas possible. Donc, on a fait C'est dur à suivre quand même. Ouais. On a fait cette. Donc, il y a eu la première agence, on a stoppé. Deuxième agence, on a stoppé. Troisième agence, je me suis associé finalement avec mon frère. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ouais, tu mélanges pas amour et travail. Tu peux, mais faut. Ah, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple, ouais, clairement. Et du coup, tu as créé l'agence, la dernière agence. Voilà. Qu'on retrouve dans quelle ville? Qu'on retrouve dans le sud de la France. J'ai les bureaux qui sont à Antibes. J'ai des nouveaux bureaux maintenant qui sont top. On a 60 mètres carrés. On a la mer à 50 mètres, même pas. Donc on est devant la mer. On a le restaurant sur la plage, c'est un pote à moi. Donc c'est vraiment trop bien. Okay. Et tu as ouvert quand tes bureaux à Antibes? Les bureaux, je les ai eus là en janvier. Avant, on avait des bureaux, on était en coworking, en transparence. C'était bien, mais là j'ai trouvé un super deal. On a des bureaux qui sont top, on est au bord de l'eau, donc parfait. Ok. Et par rapport à ton business aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, donc tu as les opérations de marchand de biens, tu as l'accompagnement, formation, dans le domaine surtout à marchand de biens aussi. Hein. Tu as ta plateforme en direct d'investissement aussi. Comment tu t'en sors au niveau de tes journées? Alors premièrement, j'ai une équipe. Voilà, j'ai une très bonne équipe, j'ai des très bonnes personnes. Si je peux donner un premier conseil qui peut avoir de l'intérêt à tout le monde, c'est vraiment de bien s'entourer, de bien recruter. Avec le temps, au début, on entend souvent sur les réseaux, sur ce type de podcast, il faut déléguer. Pour moi, il ne faut pas déléguer, il faut recruter. C'est la même chose, mais quand on délègue, c'est-à-dire on a l'impression qu'on va donner du travail à quelqu'un. En réalité, il faut recruter un tueur qui sera meilleur que nous pour certaines tâches et ensuite cette personne-là va prendre le travail. Et ça, c'est hyper important le recrutement parce que ta boîte, c'est pas toi. Enfin, tu peux gérer, mais à un moment, tu ne pourras plus. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir les meilleurs autour de toi. Et puis en plus, on est limité niveau énergie. Niveau énergie, temps. Niveau temps. Exactement. Aussi le stress. Si tu tombes malade, il faut bien que tu aies des gens derrière qui suivent. Exactement. Qui puissent tenir la baraque. Ouais. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as des difficultés à trouver les bons collaborateurs ou c'est assez simple? Alors, j'ai aujourd'hui des très bonnes personnes. De manière générale, je dirais que j'ai assez de la chance là-dessus. Alors pas dans tous mes points sur mon équipe, mais on va dire que sur les fondations de l'équipe, j'ai vraiment des bonnes personnes et j'ai pas eu trop de mal à les trouver. Pour plusieurs raisons. Premièrement, aujourd'hui, ce que je propose en termes de travail, c'est entre guillemets assez sympa. C'est-à-dire qu'il y a une super ambiance et tout le monde est emballé par le projet. L'argent c'est bien, mais l'argent on peut toujours en gagner plus ailleurs. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte vraiment d'avoir des gens qui sont emballés par le projet. Donc ça, c'est la première chose. On a des projets qui sont hyper prenants, qui sont hyper intéressants. Donc j'ai vraiment des gens qui sont emballés par le projet. La deuxième chose, c'est que j'ai des gens qui sont emballés par le porteur de projet. Le porteur de projet, c'est moi. Je dirais que ça va être ma personne. Aujourd'hui, au-delà du pro, on s'entraide vraiment même sur le perso. Quand il y en a un qui va pas bien, on fait en sorte qu'il aille mieux, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quand moi je vais pas bien, ils m'aident vraiment aussi sur le perso, et quand eux ils vont pas bien, je les aide vraiment sur le perso. Et ça a permis aujourd'hui d'avoir une équipe qui, avec certaines personnes, me disent écoute, tu sais, quand tu as des salariés en France, après la première année, ils sont obligés de prendre des vacances. Moi, ils me disent, je pose fictivement mes vacances parce que je préfère travailler. Je leur demande pas du tout. Et c'est même pas ta requête. Pas du tout, c'est eux. Et même moi, je leur
des fois je leur ordonne, ok stop, la coupe, mais c'est très rare, et en fait c'est eux qui posent des jours fictifs pour venir travailler. Et pour revenir sur ce point-là, si je compare avec mon agence, c'est que nous, on n'oblige personne à travailler le samedi dimanche. Voilà, pour moi, les agents, ils sont libres de choix. Généralement, ils travaillent la semaine. Mais dans mon entreprise, en fait, ça arrive assez régulièrement qu'ils vont faire les visites le dimanche et même clôturer les contrats le dimanche. Alors qu'on ne demande pas ça, en fait, hein, mais ceux qui veulent, parce que bon, derrière ça, ils ont aussi la rémunération qui va avec. Mais du coup, je fais le parallèle par rapport à ce que tu dis. Ouais, c'est très important d'avoir des gens qui sont dévoués. Ouais. C'est très, très important. Et qui sont aussi autonomes dans leurs actions. Exactement. Bon, j'en ai quelques-uns encore on en parlait hier, où ça va pas. Mais j'ai des bonnes fondations, encore une fois, comme je le disais au début. J'ai vraiment les bonnes fondations. Il me manque encore quelques parties à travailler. D'accord. Et c'est quoi si tu peux me parler de ton background, en fait, par exemple, tes années collège-lycée, c'était comment? Année collège-lycée, année collège, c'était vraiment bien. Ouais, c'était... Non, franchement, c'était bien. J'étais dans une école où tout le monde s'appréciait plus ou moins. Bon, il y a quelques tensions. Non, collège, rien de spécial. Vraiment, vraiment bien. C'était top. J'ai avec mes parents sur une partie, il y a des parties qui étaient difficiles, mais sinon ça allait. Mais au niveau de la scolarité même, très bien. En termes de notes, j'avais toujours suffisamment pour passer dans la classe suivante. Voilà, 11, 12, 13, pas plus. Ce qui était dommage, c'est que j'ai un petit peu gardé cet état d'esprit de ok, je passe, je fais en sorte que ça fonctionne et que ça fonctionne. Ouais, le strict minimum, on va dire. Ouais, voilà, ça, je l'ai gardé pendant longtemps. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que quand je m'impliquais, pas moi personnellement, mais quand n'importe qui s'impliquait à vouloir faire quelque chose, il y arrivait. Et c'est vrai que c'est tu parlais tout à l'heure des croyances limitantes. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est qu'il y a plein de domaines où je suis une vraie brêle, je suis vraiment nul, où j'ai peur, etc. Et c'est presque ces domaines-là où j'ai envie de plus les travailler parce que je trouve que c'est super intéressant de voir, ok, au début, t'es naze et tu passes des heures, et t'arrives à un truc cool à la fin, tu vois. Et ce principe-là, je trouve hyper intéressant. Moi, je me rappelle au niveau de mes vidéos sur YouTube, en fait, il y a une partie où je me suis inspiré de toi. Ok, tu m'avais dit, ouais. Ouais, quand j'étais au téléphone, je crois, à l'époque, ou à l'île Morée, je sais plus, j'avais parlé. Mais c'est dur les vidéos YouTube au début. Ah oui, non mais je faisais le cadrage, je faisais tout seul. J'avais la caméra. Au bout du compte, quand tu récupères la vidéo, tu vois que c'est de travers, ça va pas, le cadrage. Tout refaire. Au niveau du micro, j'en avais pas. Après, tu faisais le montage toi-même, non? Ouais, tout. C'est chronophage. Ouais. Mais c'est bien de passer par là aussi. En fait, tu comprends de ce que tu veux et que tu réalises, tu as besoin de gens concrets, de personnes qui sont compétentes dans le domaine. Exactement. Et là, tu as eu l'occasion de rencontrer hier mon caméraman. Ouais. On a passé une belle journée ensemble. On en parle après. Voilà. On garde ça en secret quand même. On garde ça par la suite. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur, entre guillemets, à lancer tes business? Est-ce que c'est ma petite question en fait. En fait, clairement, depuis le début et encore aujourd'hui, si je dois tout résumer en un mot, c'est liberté. C'est juste ça, liberté. Dans le sens où, quand j'ai commencé, je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport à l'époque. J'en fais toujours, mais c'était pas le même sport. Je faisais beaucoup de kitesurf. Et forcément, j'avais pas envie de perdre mes activités sportives pour un travail. Et il a fallu donc trouver une solution, un compromis pour garder ma liberté, mais avoir de l'argent pour bouffer tout simplement. Et l'entrepreneuriat, créer un business, avoir un boulot, créer son propre business, c'était pour moi la seule solution où je pouvais justement garder cette liberté. Alors attention, quand je dis garder cette liberté, je pense que je fais plus d'heures que tous les salariés de France, tout simplement, parce que je fais beaucoup plus que 35 heures. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai cette liberté de mouvement. Aujourd'hui, je suis là avec toi en Pologne. Si j'étais salarié, ça aurait été galère. Puis on s'est vu à l'île Maurice. Après l'île Maurice, c'était parti au Brésil. Voilà. Et donc, tout ça fait que c'est une vraie liberté. Alors, après, attention, tu as dû le voir à l'île Maurice, même là, pas trop, mais un peu ici aussi.
j'en abuse pas de cette liberté, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est ce que je dis aux gens, ouais, t'es en vacances, non je suis pas en vacances, je suis en voyage, c'est pas pareil. Je suis à l'étranger, mais par contre je vais toujours taper mes heures de boulot, quoi qu'il arrive, je peux être au Brésil, je peux être à Maurice, je peux être n'importe où dans le monde, je vais toujours faire mes heures de travail, et bizarrement, en tout cas pour ma part, c'est quand j'arrive en France, chez moi, où j'arrive beaucoup moins à bosser. Par contre quand je suis à l'étranger, c'est vraiment là où j'ai aucune distraction en gros, et je vais aller directement à l'essentiel, et au final je suis une personne beaucoup plus productive quand je suis ailleurs, quand je suis en France. D'accord. Mais comment tu gères le stress? T'as pas eu des cas par exemple où t'arrives à un moment donné où t'en as marre par exemple, je sais pas, t'as peut-être une accumulation de problèmes à gérer, ouais, et t'arrives à un stade où tu te dis oula, non, stop. C'est exactement la situation dans laquelle je suis actuellement. J'ai en ce moment que des merdes, pour parler concrètement, que des merdes. En fait, c'est bête à dire, mais des fois je me remets un peu à... Je me dis, bon, en fait, j'imagine le pire. Et pour moi, le pire, dans tous les cas, je pourrais toujours... Je dis une connerie. Même si, imaginons, tout se casse la gueule, si je perds tout, etc., ce qui n'arrivera pas, mais même si tout se casse la gueule, je sais que bon, je peux toujours avoir un toit, je peux toujours aller dormir chez un pote, oui, je peux toujours avoir de la bouffe, et je peux toujours repartir sur quelque chose de nouveau. Et en fait, quand tu es déjà monté haut, même si tu te recasses la gueule, tu sais comment remonter, tu vois, et tu auras appris de ton précédent, on va dire, cassage de gueule, pour savoir comment remonter sans cette fois-ci faire les mêmes conneries. Donc en réalité... Oui, il y a des fois, là en ce moment, j'ai eu plein de... C'est des petites accumulations. Alors, c'est pas des tout qui me tombent dessus. C'est moi qui ai... Comment dire? C'est moi qui ai reporté des petits problèmes. Parce que je me suis pas... J'ai mis les petits problèmes sur le côté. Je me suis concentré sur ce qui me faisait plaisir. Puis ces petits problèmes, ils ont monté, ils ont monté, ils ont monté. Et puis boum, ils arrivent. Et puis alors quand ils arrivent, c'est tous en même temps. Exactement. Exactement. Et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver là, en ce moment, cette semaine, la semaine dernière. Je me prends tout ça dans la tronche. Mais je dirais que si tu es fort intérieurement, si tu es bien ancré intérieurement, si tu sais que dans tous les cas, on a de la chance, on est jeune, on a la santé, c'est pour moi la priorité, eh bien... Même si ces problèmes montent encore et que ça influe sur mon travail et que ça influe sur mon business, etc., je suis convaincu que, ok, c'est pas grave, ça va retomber, certains points vont retomber, il suffira de remonter et ça va. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, là j'en parle de manière très, très décontractée, mais des fois, ouais, clairement c'est chiant. Et je vois que quand j'ai dit tous ces problèmes-là, j'ai vu que tu t'es reconnu aussi un peu. Ah oui, non, mais totalement. Donc j'imagine que ça a dû t'arriver aussi, non? Bah oui. Ouais. L'accumulation de soucis. Par exemple, t'as des deals qui peuvent capoter, et du coup, t'as le stress, parce que, bon, pour différentes raisons. Mais pour ça, j'en parle, parce que je sais qu'au niveau entrepreneuriat, il y a toujours une part de stress qui peut être importante à un instant T. Et des fois, c'est vraiment relax, ça dépend des cas, en fait. Ouais, exactement. Mais c'est jamais plat, en fait. Non, ça n'existe pas. Non, loin de là. Ouais, c'est souvent comme ça. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est justement les moments où, moi, le problème, c'est comme je te disais auparavant, où j'ai un peu des fois tendance à me reposer sur mes lauriers, tu vois. Et c'est, en gros, quand c'est plat, c'est qu'il y a quelque chose qui dort qui est pas bon, tu vois. Et il faut corriger à chaque fois, il faut faire en sorte d'avoir aucun petit truc qu'on a laissé de côté, toujours avoir de la prévoyance, avoir un coup d'avance, et c'est ce qui permet d'être serein et d'éviter ce stress, parce que bon, là j'en parle d'une manière très, très sereine, mais des fois c'est quand même vraiment chiant. Ah oui, je confirme. Je confirme, des fois parce que, si je prends par exemple, avant quand j'étais salarié, j'ai bossé avant McDonald's, donc en CDI, j'étais aussi consultant informatique chez Fujitsu en Pologne en CDI, et donc mes horaires c'était classique, hein. Chez consultant, je commençais à disons 8-9h du matin, je finissais à 16h, 17h, 18h le soir. Une fois que c'était fini, c'est fini. Ouais. Mais le côté entrepreneur, c'est que c'est jamais fini. Voilà. Tu ramènes en fait tout le temps, tu peux ramener en fait ce stress ou la notion de gérer l'entreprise à la maison. Ouais. Tu vas en rendez-vous, je sais pas, galant.
Des fois, t'arrives pas à être totalement focus sur la demoiselle. Clairement, Parce que ça te rentre dans ta tête, oui, j'ai ça à gérer, il y a ça, et du coup, elles ressentent ça. Ouais. Et ça peut les gêner. Ce qu'il faut, c'est réussir à... Ce qui est très dur, c'est faire la part des choses. Ouais, relativiser. Ouais, c'est relativiser et puis vraiment faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il faut réussir. De toute façon, le plus dur à avoir, je pense, encore une fois, je suis loin de tout savoir, je dirais le plus dur à avoir dans la vie, c'est un équilibre. C'est l'équilibre entre ta vie à toi perso, ta vie pro, ta vie avec ta femme et ta vie avec tes enfants. Alors, c'est on comme n'a pas d'enfants, donc pour l'instant, on peut pas parler. On a un chien. Quand tu arrives, ouais, bah pareil. Quand tu arrives à avoir tout ça, là, pour moi, tu as réussi ta vie. Ouais, c'est comme un radeau. Peut-être t'as des bouées. Ouais, exactement. Donc si t'as une bouée en fait qui commence à mourir, ton radeau il commence à être déséquilibré. Voilà, si je peux caricaturer. C'est exactement ça. Et je pense que souvent, si je peux donner un conseil, encore une fois, je suis personne pour donner des conseils, mais si je peux donner un conseil, c'est que souvent on a tendance à focaliser uniquement sur un aspect de sa vie et on va délaisser le reste. Et je pense que pour moi, c'est encore une fois une connerie. Pourquoi ? Parce que le reste qu'on va délaisser, à un moment, il va nous rattraper et à un moment, ça va faire tomber sur quoi on avait travaillé. Je te prends un exemple très simple. Tu as combien de mecs qui vont se... Alors, je dis pas qu'il faut pas, qui vont se concentrer. Ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont tout. Ils vont se concentrer uniquement sur le boulot. Puis à un moment, ils délaissent leur femme, ils délaissent leurs enfants, ils délaissent tout. Puis quand la nana s'étire avec un autre mec, avec les mômes, là, ils pleurent et puis le professionnel se casse la figure encore. Ou l'inverse, tu vois. Mais je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est réussir encore une fois à être fort personnellement, professionnellement et dans sa famille. Et si tu arrives à combler tous ces points, quitte même des fois à mettre un peu moins d'efforts sur le pro, mais un peu plus sur le perso, à un moment, ça te permettrait d'avoir un équilibre et tout va aller vers le haut et ton radeau, en gros, il sera bien équilibré. Oui, puis dans la relation de couple, ça peut, si elle est solide, exactement, ça peut donner un boost par rapport au travail aussi. Exactement, c'est ça. Parce que tu vas peut-être inconsciemment changer ton pourquoi. Ça va changer ton pourquoi, ça va te permettre d'avoir aussi plus de... comme tu dis, tu as bossé comme un chien tout le temps, tu es le dimanche soir tout seul, tu n'as pas de nana, rien, tu te dis mais pourquoi je fais tout ça ? Alors que quand tu as fini ton boulot le soir, tu as ta nana ou ton mari, tu arrives à te vider un petit peu la tête. Déjà, quand tu vas retourner au boulot, tu seras beaucoup plus efficient parce que tu seras beaucoup plus productif et en même temps, tu auras forcément plus de... ça va te donner des ailes, tu vois, ça va te donner des ailes pour aller casser des portes, pour aller encore plus loin. Si t'as pas tout ça, dans le fond, ça sert à quoi de bosser, quoi. Exactement. Du coup, en fait, c'était ma question que je voulais te poser, c'était les 3 conseils que tu pourrais en fait donner à une personne qui souhaite se lancer dans le business. Donc, conseil numéro 1, ça serait équilibrer, en fait, rester dans un équilibre de vie. Alors, je dirais... 3 conseils pour ça. Le top 3 que tu pourrais... 3. Disons que tu imagines, tu as Caroline, 20 ans, qui sort du lycée. Premier, tout est possible. Ça, pour moi, c'est vraiment la première chose. C'est en gros ta vision. Arrêtez de voir comme ça, c'est voir comme ça. Tout est possible. C'est-à-dire que demain, tu veux être n'importe quoi, tu peux. Ça, pour moi, c'est la priorité parce que ça te permet de n'avoir aucune barrière. Et ça te permet en même temps de voir la vie comme une espèce d'expérience ou comme un jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. On en parlait hier, l'aventure. Exactement. Voilà. Et 1, tout est possible. 2, forcément, il va falloir se bouger le cul. Donc, il va falloir travailler. Je parlais d'équilibre, etc. Bien évidemment, mais l'équilibre, dans ton équilibre, tu vas pas me compter tes heures où tu vas aller en boîte de nuit, où tu vas te déchirer le citron, où tu vas regarder Netflix, etc. Ton équilibre, c'est pro, ok, full focus sur ton pro. Ensuite, ton perso, passer du temps de valeur avec ta femme, avec ta famille, avec tes enfants, tu vois. Ça, c'est du vrai temps de valeur. En même temps, tu as le sport qui, pour moi, est une priorité si tu veux réussir dans la vie. Ton alimentation, tu as vraiment... De toute façon, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas besoin de prendre n'importe quel coach. Au fond de toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut bouffer, tu sais quel sport il faut faire, tu sais combien de temps il faut travailler, comment il faut travailler. Donc je dirais 1, tout est possible. 2, forcément se bouger. Et 3e conseil pour se lancer, s'entourer. Vraiment s'entourer, c'est primordial. Je te prends un exemple tout con. Imagine demain, tu es entouré de 5 mecs qui gagnent 800 balles par mois, comparé à imagine demain, tu es entouré de 5 mecs qui gagnent 1 million par mois.
bah, c'est sûr que ton revenu avec des mecs qui vont gagner 1 million par mois, ça n'aura rien à voir que si tu étais avec des mecs qui gagnent 800 balles par mois. Ça n'a rien à voir. Donc, s'entourer, c'est une priorité si tu veux t'élever. Une priorité. Je pense la même chose en fait. Ah bah, Par tu rapport vois. à la bien s'entourer, c'est très important en C'est fait. hyper important. J'ai perdu tellement de temps avec des abrutis pour ma part. Je regrette tellement de choses, tellement de temps que j'ai perdu. Je regrette. Je ne vais pas dire que je regrette, mais Après, c'est un apprentissage aussi. c'est un apprentissage. Mais si je peux donner conseil pour les gens qui m'écoutent, ne perdez pas de temps avec une personne qui vous fait perdre votre temps. En fait, tout de suite stopper. Ça a beau être un ami d'enfance, ça a beau être je ne sais quoi, une personne, même une femme avec qui vous avez passé du temps ou un mari avec qui vous avez passé du temps. Cette personne est nuisible pour vous et encore une fois, vous le savez intérieurement. Stoppez tout de suite, peu importe la relation que vous avez, même si c'est votre frère, votre soeur, vous stoppez tout de suite. Voilà les 3 conseils Voilà. de Caroline. Et du coup, parler des personnes qui t'ont influencé dans ta vie, est-ce que tu as un top 3? Ça peut être une personne vivante ou un personnage, enfin peu importe, mais voilà. Quelqu'un de proche de toi ou quelqu'un que je sais pas, tu as lu un bouquin, un livre et ça t'a marqué, ça peut être un film. Alors, 3 personnes en fait que tu pourrais donner en plusieurs tête. personnes. Un dans ma famille, je dirais mon grand frère et mon père, forcément. Influencés de manière directe ou de manière indirecte. Voir des fois comment ils réagissaient, comment ils agissaient aussi. Ça m'a permis de me calquer, d'apprendre d'eux. Forcément, ça c'est numéro 1. Deuxième, après je suis une personne, j'aime beaucoup lire des livres, des biographies, etc. Autobiographies. Plutôt que de lire des livres de développement personnel avec des conseils, je vais surtout regarder des autobiographies et je vais voir un petit peu comment ces gens-là ont réagi face à la vie. Arnold Schwarzenegger, clairement, numéro 1. Après, t'as des McGregor, des Mayweather, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de charisme, ils font des choses incroyables. Elon Musk, Richard Branson, je pourrais en citer plein. Je dirais tous les self-man-made avec des belles histoires. Je trouve ça hyper intéressant. Ce que je trouve très intéressant quand tu regardes les histoires, c'est que tu as des gens qui sont ultra, comme je disais en fait, travailleurs, têtus, ils ont une idée. Tu sais qu'ils vont faire des vagues, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Mais à la fin, ils vont y arriver. Et ça, je trouve ça très intéressant. T'as lu l'autobiographie de Will Smith? Non, j'ai pas lu. Ouais. Tu devrais la lire. Ok, ouais, je vais lire. Je conseille. Ça m'a vraiment marqué. Ok, t'apprends beaucoup de choses par rapport à son histoire, au rap par exemple, quand il est Ok. rentré dans le milieu musical. D'accord. Et son focus par rapport au travail, Ok, d'accord. qui était incroyable. Ok. Et aussi par rapport au film. Mais je te conseille fortement Ok, ouais, de je vais lire. D'accord, ok. De lire son livre et on peut comprendre aussi pourquoi il a réagi aussi fortement par rapport à quand il a À eu la claque, la ouais. claque. Oui. Ok. Mais c'est un livre super intéressant et ça m'a marqué en fait. D'accord, ok. Ok. Will Smith, je recommande. Incroyable. Ah oui, c'est l'occasion de le lire. Vas-y. Ok, bah allez. Ok. Bon, maintenant on va passer à la transition Pologne. Allez, parfait. Pourquoi on est là? Du coup, pour mettre les choses dans son contexte, quand on s'est rencontrés à l'île Maurice, on était en contact auparavant, je crois. On s'était parlé au téléphone une fois. Parce que tu cherchais en fait une certaine collaboration avec l'immobilier en Pologne. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, quand on s'est au téléphone, avant que tu viennes à l'île Maurice, tu avais une image en particulier de la Pologne ou pas du tout? Comment tu voyais les choses? Alors, comme un idiot, oui, je pensais, je sais pas comment le dire, je pensais la Pologne, je dirais moins développée que la France, plus pauvre, ça l'est peut-être encore quand on regarde le PIB, j'en sais rien, le PIB par habitant, mais forcément j'imaginais ça beaucoup moins développé, moins avancé. J'ai fait quelques pays de l'Est et à chaque fois je suis, je dirais, agréablement surpris. Mais c'est vrai qu'ici, il y a plusieurs points qui sont vraiment intéressants. Qui sont vraiment intéressants. Parce que je t'avais montré en fait les vidéos à l'île Maurice de Varsovie. Tu m'avais montré les vidéos de rapidement. Varsovie, exactement. Puis ça t'a un peu intrigué. Ouais, exactement. Je dis viens. Du coup t'es là. Exactement.
Et tu as eu l'occasion de venir à Gdansk et à Ouais. Sopot. Donc, c'est des villes. Sopot, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une ville balnéaire Ouais. au nord de la Pologne. Mais c'est à la mer en Pologne. Hein, Ouais. point important. Il y a aussi la montagne. Et du coup, tu as l'occasion d'aller à Sopot, de faire un gala KSW. Et donc, de rencontrer Hugo et aussi David. Et tu as visité aussi Gdansk. Ouais. Très belle ville en Pologne. Tu as passé une journée là-bas, je pense, Oui, rapide. j'ai passé une journée là-bas. On a visité une grande partie et ce qu'il y a de bien avec ici, je trouve, m'a forcément chargé d'histoire. Mhm. Avec les guerres, l'occupation par l'URSS, donc chargé d'histoire. Mhm. Cette histoire, on la sent encore présente dans la ville. On sent qu'ils ne veulent pas l'effacer. Oui. Ils veulent dire, ça c'est aujourd'hui, voilà qui on est, mais si on est ces personnes-là, c'est par ça. Et on va pas supprimer une partie de l'histoire, réécrire les livres en disant, non, non. Ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on a un vrai patrimoine qui est gardé, qui est expliqué, Oui. et qu'on met en avant. Donc, je dirais juste en tant que tourisme, c'est super intéressant. Et en effet, la ville dont tu as cité, c'est chargé d'histoire. Ah oui, Gdansk. Exactement. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, ça a commencé là-bas, juste à côté, à Westerplatte en fait. C'est au nord de Gdansk. D'accord. En fait, tu as un bateau. Tu peux prendre le bateau pirate. Ouais, ok. Si tu as vu qui était au bord des quais à Ouais, Gdansk, on a c'est un vu, bateau ouais. pirate. Et du coup, tu peux aller à Westerplatte et ensuite tu as direction Sopot, etc. Ok. Et Westerplatte, c'est là que la Seconde Guerre mondiale a officiellement commencé. D'accord, ok. Parce que pour mettre dans le contexte historique, c'est que les Allemands, ils avaient parqué quelques bateaux pas très loin de Gdansk, dans les coins là. Et ils avaient joué comme quoi un des bateaux était en panne. Ok, d'accord. Et c'était pas vrai. Donc ils voulaient... En fait, ils avaient mis un bateau en place proche D'accord. proche des rives de Gdansk. Et en fait, ils ont fait croire comme quoi c'était en panne. Et c'était un cheval de Troie, entre guillemets. Et D'accord. c'est là qu'ils ont commencé à attaquer la Pologne. Parce que la Pologne a laissé faire, dit vous pouvez le récupérer, Ouais. envoyer d'autres bateaux. Et c'est là qu'ils ont envoyé d'autres bateaux et que la guerre a commencé. D'accord, ok. Puis bon, derrière ça, les Russes sont venus par la suite. Ouais, de l'autre côté. Et la Pologne. Saucissonné. Ouais, pour référence, quand je t'avais parlé hier, 6 millions de morts. Ouais, à la Seconde Guerre mondiale. voilà. Et Alors en qu'en France, France, dans les 500 500 000 environ. Donc D'accord, ok. quand même 10 fois plus. Ouais, plus 10 fois plus. 11, 12. Pour un Ce qui pays est énorme. petit, ouais. Du coup, tu as fait Sopot, le gala KSW. C'est ça, Et exactement. ce qui a été drôle, c'est que mon associé était aussi là-bas. J'étais pas au courant. Ouais. Dans les tribunes. Dans une certaine tribune. Dans une certaine Je tribune. vais pas rentrer dans les détails. Et tu as pris le train, Gdansk. Donc après, on a pris le train jusqu'à Varsovie. C'était comment le train? Très bien, train par rapport à la France, pareil. Enfin, vraiment Ouais. classique, nickel. Les petites cabines sur le côté. Donc on était dans une cabine, très bien, rien à dire. Donc train super. Les gares, pareil, très belle gare. Chargée d'histoire, etc. Donc vraiment une très belle gare à Gdansk. Comme ça Ah, qu'on dit. Gdansk, oui. Gdansk. Donc très belle gare. Ensuite, arrivé à Varsovie. La gare est différente. Ouais, la gare Varsovie, la gare est différente. Écoute, après, quand on arrive ici, c'est vrai qu'on a un contraste Gdansk qui est très histoire, il n'y a pas de tour, etc. Mhm. Et ici, on a vraiment justement ce mix entre les bâtiments historiques de plusieurs périodes. Je dirais, il y a un peu d'avant-guerre, d'après-guerre, soviétique, l'après-soviétique et le maintenant. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit tous les styles d'architecture, on voit tous les styles de bâtiments. Et puis moi, ce qui m'a étonné, forcément les gros buildings comme à Dubaï. Les gratte-ciel, ouais. Voilà, les gratte-ciel où clairement, c'est comme à Dubaï. Le côté propreté, ça vraiment, ça fait la différence. Tu vas à Paris, pourtant j'aime la France, hein, vraiment, mais je trouve que c'est vraiment devenu dégueulasse. Même j'ai amené ma compagne qui est pas d'ici, qui est des pays plus de l'Est, je l'ai amenée à Paris, j'avais honte, tu vois. Je me disais, j'en ai tellement parlé de la France, pour moi à chaque fois je lui bassine avec la France, ouais, tu verras, c'est plus beau chez nous, machin, etc. Et là je suis retourné dans Paris, je me disais merde, c'est con, putain, les trottoirs c'est dégueulasse. Le Uber il était pas sympa, tu vois. C'est ultra dense en plus. Ouais, chargé à bloc et dommage. Et là c'est vrai que c'est ouvert,
open, c'est clean, c'est high-tech aussi. Tu vois, tu rentres, tu le vois que c'est high-tech, il y a tous les petits escalators, les petits trucs digitaux, etc. Les iPads partout, tout ça. Donc vraiment cool. En fait, tu sens que c'est neuf en fait. C'est neuf, voilà, c'est neuf, ça construit, ça travaille. Je te prends un exemple tout simple. Hein. J'ai ma piole, enfin l'appartement que j'ai loué, je suis juste à côté de là où ils construisent les 5 gratte-ciel. 7h du mat, ça tape quoi. Donc certes, ça me réveille, mais ils bossent quoi. Ils bossent, ils avancent, ils ont envie de. C'est sur une croissance, hein, ça avance et c'est vrai que ça c'est cool. Ou encore une fois, sans critiquer la France, bien loin de là. Mais on est plus dans un climat où chez nous, on va se plaindre, hein, on va être feignant, etc. Là, on a quelque chose, allez-y les gars, on va le développer au max. Quoi. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça c'est une mentalité différente. Comme je te disais par rapport hier au niveau des études en Pologne. Ouais. Donc tu peux t'inscrire à l'université, tu as le choix entre le cursus scolaire la semaine, du lundi au vendredi. Et puis après, tu peux aussi étudier le week-end. Okay. Donc le samedi, dimanche, tu peux aller à l'université, faire ton master de droit ou de finance, peu importe. Et tu vas en cours le samedi matin à 8h jusqu'à 20h. Ouais. Et le dimanche, pareil. Ouais. De 8h à 20h. Et en 2 ans, tu obtiens ton diplôme en master, par exemple. Et dans la culture polonaise, c'est normal en fait. Ouais. C'est rien d'étonnant d'aller étudier à l'université le dimanche matin. Les cours sont ouverts. Je trouve que pour le moment, je dis bien pour le moment, je sais pas comment ça va évoluer. Pour le moment, j'ai l'impression, parce que des fois je suis dans des pays encore plus à l'est que la Pologne, et tu dois avoir d'autres pays comme ça, ils ont le bon de l'Est et le bon de l'Ouest. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ils ont appris. C'est-à-dire qu'ils ont les bonnes valeurs, ils ont des vraies valeurs, on en parlait entre l'homme et la femme, etc., qui sont plus des valeurs actuellement plus de l'Est que de l'Ouest. La valeur du travail, etc., de la sécurité, etc. Chez nous, malheureusement, c'est des valeurs qu'on perd, mais que dans l'Est, ils ont. Et en même temps, avec certaines valeurs un peu plus d'ouverture d'esprit, de développement, etc., comme il y a un peu plus du côté Ouest. Ils ont vraiment le bon des deux, tu vois. Et je me faisais cette réflexion ce matin, et je me disais, c'est top. J'espère juste que ça va rester comme ça et qu'ils vont pas basculer du mauvais côté trop après de l'Ouest ou de l'Est et qu'ils vont garder cet entre-deux qui pour moi est le juste milieu parfait. Je sais pas si tu arrives à comprendre mais je vois ce que j'essaie de dire, mais t'as les valeurs. Si tu veux l'homme, la femme, etc. comme dans l'Est, tu vois, chose qu'on a un peu perdue. Voilà, dans le côté galanterie. Le côté galanterie, tu me parlais des fleurs, il y avait des trucs de fleurs partout. Oui, point important les amis. Si un jour vous rencontrez une Polonaise et vous êtes en couple avec elle et que la date du 8 mars arrive, donc vous voyez la femme, offrez des fleurs, très important, parce que si vous le faites pas, vous allez vous faire gronder. Je parle en connaissance de cause parce que c'est vrai qu'en France, la journée de la femme, c'est pas une journée banale, mais j'ai pas l'impression qu'on retrouve beaucoup de personnes avec des fleurs dans la rue. Tu viens à Varsovie, dans toutes les villes polonaises, tu vas voir, il y a la queue chez le fleuriste. Hein, là, c'est quasiment, on va dire, en termes de business, fleuriste, c'est Saint-Valentin et le 8 mars. Mais t'as pas intérêt à oublier la date, le 8 mars, hein, mais dans le calendrier, le rappel. Parce que sinon, attention, à pas de grandir. Donc, c'est mon conseil primordial si vous sortez avec une Polonaise le 8 mars, c'est très important. Au travail, dans notre agence, on offre des fleurs. Le 8 mars, c'est des tulipes en fait, c'est pas des roses. Hein. À nos collègues de travail, tout simplement. Et c'est un point important à rappeler. C'est mon conseil. C'est gratuit, prenez-le. Et pour revenir à hier, donc on a commencé par la visite des usines. Donc, pour rappel, ça s'appelle Fabryka Norblina. Donc la première usine qu'on était voir, c'était en fait à la base, ils fabriquaient de l'argenterie. Donc on a fait un tour de cette usine. Qu'est-ce que tu en penses de la première visite en fait de cet endroit ? Pareil, je trouve que en fait la Pologne justement, c'est un pays qui arrive à marier plusieurs choses. Comme je te disais auparavant, ils ont réussi à marier deux cultures et ils arrivent très bien à marier l'histoire, donc l'architecture qui va avec l'histoire. C'est-à-dire que dans cette usine, ils vont vraiment refaire ressortir l'ancien, les vieilles pièces qu'ils vont refaire propre, les machines qui vont justement mettre en avant
Les vieilles pierres, tu as même certains bâtiments où on voit les balles, ils ont laissé ça pour montrer l'histoire, mais en même temps à côté, ils vont réussir à marier avec du verre, de l'acier, vraiment des choses vraiment nouvelles, et le mariage des deux, ils le font très bien, et ça fait des beaux bâtiments, ça fait l'usinière qui est ultra canon, et ça je trouve ça hyper intéressant. Et tu as même des restaurants où tu m'as emmené avec toutes les voûtes comme ça en pierre, et dedans ça c'est à Brovaret, voilà. le food court en fait, on est exactement dedans, ouais. Voilà. Très bel endroit aussi, exactement, et dedans tu as des distributeurs de mochi, tu vois, dans un truc, ouais. En fait ils arrivent vraiment à marier le hyper high tech avec l'usine qui date de dizaines d'années, peut-être. En fait, il y a un respect énorme de l'histoire ici. Et donc ça aussi, ça a développé une forme de patriotisme à la polonaise, mais ce qui est important en fait, et on le ressent. Ouais. Et donc du coup, on a visité Fabryka Norblina, on a été à Brovaret, donc on a vu le distributeur de mochi, c'est ça. C'est ça. Après, on a été voir le mur, enfin, de ce qu'il en reste, l'une des parties du mur du ghetto de Varsovie. Ouais. Donc tu as pu voir le côté histoire. Ouais. Entre-temps, on a pu voir les gratte-ciel, tout ce qui est bureau. Lego, je t'avais montré. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça, le fait que tu arrives, tu as les gratte-ciel, tu sais, c'est tout moderne, et d'un coup, tu vois un mémorial de Seconde Guerre mondiale juste à côté, en fait. C'est en gros, notre histoire, c'est ça. Et on va pas la mettre à la poubelle, on va pas la supprimer. Notre histoire, c'est ça, elle est là, on va se développer, mais on va garder notre histoire. Et on va la mettre en avant. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que, tout simplement, ils ont un ADN. Et ça, c'est leur ADN, c'est ça, c'est leur histoire. Et en même temps, la nouveauté. Et même, on parle des gratte-ciel, etc. Au-delà des gratte-ciel, on sent qu'il y a un vrai dynamisme. C'est-à-dire, dans les cafés, tu as vu, tu as plein de mecs ou nanas c'est ouvert tard. qui sont en train de bosser. C'est ouvert tard. Tu as un vrai dynamisme. Tu vois, c'est pas une ville fantôme où tu as gratte-ciel, mais tu n'as personne dedans. Là, tu as un dynamisme. On veut avancer. Et ça, c'est cool. Ah, tu ressens sur place déjà, tu sais, c'est palpitant en fait. Voilà, c'est ça. Ça bouge en fait. Ça bouge. Voilà. Ouais. C'est un petit Dubaï européen, quoi. Ouais. Et hier, je t'ai fait la surprise. Je t'ai montré une petite visite d'un appartement très luxueux dans la tour Cosmopolitan. En termes de prix, on n'était pas à 20 000 euros le mètre carré. En fait, je me suis trompé, on était à 16 000 euros le mètre carré. D'accord, ok. Appartement qui fait 160 mètres carrés. On a quasiment à 2,6 millions d'euros à la vente. Ouais. Et voilà, je t'ai fait la surprise. C'est comme tu travailles dans le luxe, en fait, dans le milieu du luxe immobilier. Je voulais te montrer, en fait, cette partie-là, Varsovie. Qu'est-ce qui t'a marqué, en fait comment tu as ressenti les choses sur place? Alors, ce qui m'a marqué, je dirais, c'est... On reprend, en fait, déjà, tu es à l'extérieur du building, ou ce que tu m'expliquais, c'est-à-dire que tu as une partie du building qui a été fait aux couleurs de Porsche. Ouais, la couleur rouge, ouais. Exactement. Et donc, pour te dire, en fait, on n'a pas pu accéder au lobby, mais tu es à la terrasse, ils ont ramené la Porsche sur la terrasse. D'accord. Pour voir bien si ça correspond à la couleur. Voilà, l'architecte était fan de Porsche, si je ne me trompe pas. Il voulait le rouge Porsche sur une partie du building, et ça a été fait en amenant la Porsche directement sur place. Donc ça, c'est cool, puisqu'on le voit vraiment. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'est quand on rentre dans le building, en fait, c'est... le building d'ici en Pologne n'a rien à envier au building d'ailleurs des derniers buildings, dans le sens où tu as un lobby, tu as de la sécurité, j'imagine que tu as la salle de sport, tu as la salle de réunion, tu as la piscine, etc. Et en fait, tu as tout ça à disposition dans des bâtiments chauds. Dans le bâtiment, là, juste pour... Donc, tu as le lobby, tu as la salle de sport, il y a des bureaux en fait, à disposition des résidents. Il y a une salle de crossfit. Ok. En extérieur. Ok. Tu as une grande terrasse. Par contre, tu n'as pas de piscine. D'accord. Tu as une salle de cinéma. D'accord, ok. Privée et jacuzzi et sauna. Ok. Bon, c'est déjà ça. Et tu as un billard. C'est déjà pas mal. Et tu as une cuisine commune en fait. Tu peux faire des soirées. D'accord. Inviter des amis. C'est au 4e étage. Tu as la belle terrasse sur la vue, sur la culture. D'accord, ok. Donc, on n'a pas pu accéder hier, on n'avait pas le temps. Ouais. Mais donc, on a visité l'appartement. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais que les options n'ont rien à envier à d'autres buildings. Ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est super appréciable. Ensuite, dans l'appartement, forcément, étage élevé, vue super dégagée. Donc, vachement intéressante. On avait et encore pareil. Sur la vue, tu m'as expliqué tout ce qu'on pouvait voir. Alors ça, c'est le Palais de la Culture. Donc, ça a été offert par Staline.
Voilà, donc c'est un des plus beaux palais qui a été offert par Staline. Parce que je crois qu'il y en Si a on compare, il y en a 7 dans Voilà. le monde. Si on compare, si on compare les autres, tous, il est c'est le plus plus beau. joli, celui-ci. Ensuite, juste en dessous Ça veut la synagogue, t'as la synagogue qui n'a pas été détruite. Pourquoi? Parce que c'était une cachette pour les armes allemandes. Ouais, voilà. À droite, t'avais la colline qui a été faite, qui est une station de ski maintenant. Ouais, artificielle, je précise. Ouais, voilà. Artificielle, il y a peut-être deux pistes qui se battent en duel, mais ça existe. Elle est là, qui a été faite en prenant tous les gravats, une partie des gravats et les mettre sur un plan. De la Seconde Guerre mondiale, on précise, des gravats en fait, des ruines. Des ruines. Ça, je t'ai montré les photos en fait, qu'on avait la vue sur le quartier Vola. Voilà. Et je t'ai montré les photos de à quoi ça ressemblait. Champ de ruines, ouais, c'était des gravés. Ouais, exactement. Et maintenant, ça a été reconstruit avec la partie communiste que tu vois, tous les immeubles, tout. Maintenant, le récent, neuf. Et ouais, c'est ça qui est. En fait, quand tu regardes, t'as une vue, t'as une très belle vue, des bâtiments, etc. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas juste des buildings, c'est des bâtiments avec de l'histoire. C'est ça qui est cool, ça fait la différence. Ouais, et après ça, je t'avais emmené dans une rue à côté, la rue Projna. Voilà. Où tu as pu avoir en fait une vision de comment était Varsovie avant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, avec les immeubles en pierre de taille, les pavés, comme à Paris. Sauf que là, les immeubles sont propres. Donc les immeubles en pierre de taille, les pavés dans les rues. Et ensuite, on est allé dans la vieille ville. Vieille ville, pareil, très jolie. Chargée d'histoire, avec un palais encore. Puis on est monté voir un point de vue. Pareil, parce que sur la direction de la vieille ville, je t'ai montré aussi le palais en cours de construction. C'est ça, exactement. T'en penses quoi de ça quand même, c'est un projet gigantesque. Et quand tu vois ça, t'en penses quoi? Tu te dis, mais... Alors, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'en fait, c'est des palais qui ne se font plus. Ça, c'est vrai. Je vais pas dire de conneries parce que des fois, on peut dire n'importe quoi. Mais de manière générale, j'en ai pas à ma connaissance de projets comme ça qui soient, sur la Côte d'Azur, non, mais qui soient proches de... En France, il doit peut-être y en avoir, mais j'en sais rien. Mais il n'y en a pas à ma connaissance. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un énorme palais et avec un design d'époque qui est bien évidemment retravaillé pour être au goût du jour, mais on a gardé cet esprit palais. Chose qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout. Aujourd'hui, on va faire de l'immeuble, on va faire... très moderne ou... voilà, du building. C'est pas travaillé niveau architectural. Et là, c'est vraiment travaillé, c'est un vrai palais. Et je trouve que c'est super intéressant parce que c'est des choses qui perdureront dans l'histoire en fait et qui passeront les années, les décennies et les siècles. C'est ça qui va rester parce que c'est indémodable. Donc je trouve ça super intéressant qu'encore aujourd'hui on ait l'initiative de travailler ce type de produit. Pourquoi nous on le fait plus malheureusement en France des fois? Parce qu'on a un foncier qui est tellement cher qu'on va essayer d'optimiser au maximum la place. Alors que là le but c'est de faire un truc waouh, c'est ok, on a toute cette place là, on va pas essayer de caser 1 milliard de gens, on va juste faire quelque chose de beau. Quand les gens sont devant, c'est esthétique, c'est une pièce. Des fois, ce que je ressens moi personnellement, c'est par exemple une sorte de revanche. Tu vois, ça t'est détruit, on va le reconstruire. Ok, d'accord. Même si c'était un lieu gigantesque, on va le refaire comme avant. Ouais, ça c'est bien. C'est une sorte de rage de ce qui s'est passé qui moi je peux comprendre quand il y a l'histoire de la Pologne et aussi de Varsovie, donc c'est une sorte de revanche par rapport au passé. Donc c'est vachement intéressant et ça sera, on va attendre quelques années, j'ai pas les dates en tête, mais je t'avais montré les visualisations. Là, je t'avais envoyé, c'est incroyable. Incroyable. Après ça, visite vieille ville, on a été sur la tour en haut là, donc t'as pu voir le panorama en fait. Exactement. Avec la vieille ville. Voilà, ça, la skyline de Varsovie. Exactement. Et derrière ça, on a été voir aussi la place du marché, tu sais, où je t'avais montré. Toutes les façades sont différentes, colorées. Toutes les couleurs, c'est ça. C'est là qu'ils mettent le marché de Noël. D'accord. C'est vachement intéressant, la patinoire. En hiver, c'est sympa aussi à voir. Ouais, ça va être beau. Avec le marché de Noël, tout éclairé, c'est très très sympa. Du coup, après ça, on a été voir nos bureaux. C'était ça. Je t'ai montré aussi la partie historique. Exactement. Parce que pour référence, nos bureaux, en fait, c'est un immeuble qui date de 1896. D'accord. Donc d'avant-guerre. Et il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais je t'ai montré encore, tu sais, les photos, les traces de balles. Et ça datait, les photos là, qui sont en couleur, datent de 2015.
Et là, on a 2024. Ils ont intégralement tout rénové, ouais. Ouais, je t'ai montré, t'en penses quoi? Bah pareil, ça a été très bien rénové parce que tu as vu sur... Enfin, oui, tu l'as vu forcément, tu y es tous les jours. Ils ont encore gardé un carré, tu sais, où tu vois les balles comme ça dedans. Et puis sinon, non, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, 2015, bah, c'était encore Pour référence, ça a été... Nous, on a acheté en 2019. Ils avaient fini la rénovation début 2019. Ok. Donc, il y a 5 ans. Ouais. Bah, il y a 5 ans, c'était quasiment une ruine. Pas une ruine, mais... Ouais, quand ils ont repris en 2016. C'était une grosse œuvre avec des balles dedans. Ouais. Ouais, ça. C'est incroyable, t'arrives, c'est... Et là, maintenant, t'as c'est... un beau lobby, ouais, exactement. t'as une belle cour intérieure, t'as des restaurants. Exactement. Si vous voulez faire un tatouage, vous pouvez le faire. Il y a un salon de cosmétiques, il y a même un bar à côté caché. Ouais. Je t'avais montré, on est passé devant. T'as un salon de massage, enfin cosmétique, il y a tout quoi. Ouais, c'est ça. Intéressant, on peut manger du ramen. Donc après, je t'ai fait rentrer dans le bureau, on a fait une petite visite, je t'ai montré un peu, voilà, comment on a fait les travaux de rénovation dans le bureau. Ouais. Tu as pu voir en fait la qualité des travaux par exemple, en menuiserie aussi. Ouais. Donc la cuisine encastrée, sur etc. mesure. Ouais. Ouais. Et après ça, on a été voir un T2. Ouais. Petit pic investissement, T2, 30 mètres carrés. Donc à la base, il y a la vidéo sur YouTube. Hein. Donc je mettrai le lien dans la description. Mais t'en penses quoi en fait si on est arrivé? Bon, c'est différent de l'immeuble du gratte-ciel qu'on a pu voir. Mais t'en penses quoi en fait du projet là? Non, bah ce projet, je dirais, c'est un petit projet parfait, clé en main. Ce qui est intéressant, c'est y a le projet en lui-même, mais il y a ce que tu m'as raconté autour du projet. C'est-à-dire que le projet en lui-même, c'est un 2 pièces que j'ai vu, qui est rénové, qui est nickel, qui est clean. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'histoire à côté. C'est une dame qui voulait investir en Pologne, qui en est aujourd'hui à son 5e, 6e bien. 5e, 6e bien. Une personne qui n'a peut-être pas vu ses autres biens. Non. Voilà. Et qui a été séduit et conquis par le travail que vous avez réalisé. Donc je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui mettre en avant. C'est une personne qui voulait, et même si vous, ça vous intéresse, je te fais le Merci. C'est ton podcast, mais bon. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand on travaille avec les bonnes personnes, en réalité, toujours, on se dit, tiens, ça va me prendre du temps d'investir dans l'immobilier, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, etc. À partir du moment où on a les bons partenaires, autant soi-même utiliser son temps là où on est le meilleur, là où on fera le maximum d'argent, et puis les autres secteurs d'activité où on est peut-être un petit peu moins bon, plutôt que d'aller perdre du temps à aller s'essayer, des fois c'est bien de rester là où on est bon, et à côté de ça, d'aller déléguer cette partie-là aux bonnes personnes, aux personnes compétentes, aux personnes comme toi. Donc ce projet-là, moi, oui, c'était un 2 pièces qui était nickel, etc. Mais ce qui était intéressant, c'était l'histoire qui était autour. Voilà, une dame qui veut investir dans l'immobilier, elle en fait un premier, puis un deuxième, puis un quatrième, puis un cinquième. Elle est venue, elle a aussi acheté un joli 2 pièces à Lodz, dans une ancienne usine qui a été transformée en résidence loft. D'accord. Et du coup, elle est venue durant les travaux. Donc, elle a pu voir pour la première fois l'architecte qui s'est occupé de tous les de tous les projets précédents. Finalement, en vrai. Okay. Ah, c'est toi, salut, ça va? Donc, notre architecte attitré, c'est Magdalena qui fait les travaux. D'accord. Et à la base, l'appartement qu'on a vu hier, c'était, comme je te disais, je t'avais montré la vidéo, avant le travaux. Donc, c'était un studio avec une cuisine séparée, puis on a inversé en fait. D'accord, ok. On a mis la cuisine dans la pièce principale, on a mis la chambre dans la cuisine. Ouais. Puisqu'il permet en fait d'augmenter la rentabilité forcément. Parce qu'on peut demander un prix de T2 et pas un prix d'un studio. Ouais. Pour référence, je t'avais donné les prix du mètre carré en termes de loyer. Ouais. Donc on était à 100 zloty le mètre carré hors charge, ce qui représente environ 23 € au taux de change. Ouais. Le mètre carré hors charge. Et donc avec les charges, on arrive, je crois, on était à 600 zloty de charge par mois, ce qui représente 140 € de charge. D'accord. Et dans les charges, point important, c'est peut-être différent par rapport à la France. Donc, dans les charges, en fait, tu as l'avance sur le chauffage, sur la consommation d'eau chaude, d'eau froide. Tu as aussi le fonds de rénovation. Donc, on répercute, en fait, le coût du fonds de rénovation sur le locataire, quand l'appartement est occupé, en fait. D'accord. Voilà. Ce qui est avantageux pour le propriétaire. D'accord, est-ce qu'il y a bien... D'accord, ok, je savais pas ça. Donc, et aussi les poubelles. Parce qu'il n'y a pas de taxe d'habitation en Pologne, et la taxe foncière n'englobe pas. Il y a pas, en fait, dans la taxe foncière, tu n'as pas les ordures ménagères, pardon. D'accord. Okay. Donc, c'est dans les charges tous les mois que tu payes.
Après, si tu es propriétaire d'un bien et qu'il est vide, donc forcément, il faut que tu payes ça. Voilà. Donc, ça va prendre en compte dans la rentabilité. Mais du coup, en fait, c'est ça ce qui est englobé, en fait. Et si les charges augmentent, tu peux répercuter, en fait, l'augmentation des charges sur le locataire, tout simplement. Et généralement, nous, on met, dans le contrat de location, on met tant d'eau chaude, d'eau froide, en fait. Consommation moyenne. Après, au bout de 6 mois, 1 an, on vérifie les compteurs, tu as une régule. Puis bon, si le locataire, il a surconsommé dans ce cas-là, il faut qu'il paie la différence. S'il a sous-consommé, en fait, on lui dit, on est honnête, hein. Ouais. T'as consommé moins, bon, forcément, on te paie la différence. Ouais, d'accord. Et pour l'électricité, c'est une avance aussi. D'accord. En moyenne, pour un T2, on demande une avance de 20 € par mois. Voilà, l'électricité, pas très cher en Pologne, mais c'est 20 € par mois en moyenne. Ok, c'est pas cher. Parce que c'est pas chauffage électrique en Pologne, en général. Et c'est pas au gaz. Après, ça dépend des villes. D'accord. Si tu vas à Cracovie, comme ça n'a pas été détruit durant la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup de chauffage au gaz. Et le problème, c'est que quand tu prends un grand appartement de 100 mètres carrés avec des belles hauteurs sous plafond, pour le chauffer, au gaz, ça coûte cher. Ouais, tu m'étonnes. Et à Varsovie, c'est chauffage urbain. En fait, c'est des usines de charbon en dehors de la ville qui vont ramener l'eau chaude dans les quartiers. Et c'est très bien isolé. Hein. Ça, en hiver, tu peux être en... Ouais, en t-shirt... Je vais pas rentrer les détails, mais... Tu peux te balader à poil quasiment en hiver. T'as pas froid, ils ont pas la notion de 19 degrés. Ouais. Ça, ils connaissent pas. Ils se mettent chaud, ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'étais à Metz au restaurant en hiver, j'avais froid. Ouais. Ah ouais? Ouais, bah c'est dérangeant, mais il vaut mieux mettre le paquet. Hein. Non, mais j'avais froid dans le restaurant. Alors, quand tu vas en Pologne, au restaurant, ça fait 22-23 degrés. Ouais. En hiver, mais là, 19 degrés en France, c'est fou. Ça donne des frissons. Ok, et après on est parti de Varsovie, c'est le quartier Powiśle, près de la rivière, quartier à ses côtés en fait. Puis tu as pu voir le bâtiment aussi qui est très joli, l'entrée. Ouais. C'est vraiment classe. Et de là on est parti en voiture pour aller voir mon associé, donc sa maison. Donc tu as pu voir en fait une maison récemment construite, l'intérieur. T'as bien aimé? Écoute, ouais. Le parquet surtout. je regarde, quand je visite une maison, bah forcément. Je vais regarder toute la partie matériaux et puis la partie travail. Et déjà, le choix des matériaux était vraiment canon. Et puis, non, super calme, rien à dire. Que ce soit le carrelage, que ce soit le parquet, que ce soit même les portes. Tout le coloris aussi. Ouais, tout, franchement, rien à dire, c'est top. Super qualité, bien posé, bien fait. Franchement, ça a été nickel. J'ai été agréablement surpris. J'étais agréablement surpris. Ouais, j'ai vu dans tes yeux. Ouais, franchement, je me dis, waouh, canon. Vraiment, vraiment sympa. Ah, sympa, ouais. Et puis après, on est allé voir aussi ton lotissement. Ouais. Voilà. Du coup, je te laisse parler sur ça. Ça t'a marqué, je pense. Monsieur crée des petites villes ici. Non, alors, première impression, c'est... on arrive, donc tu as une rue comme ça, et puis c'est une perpendiculaire par rapport à la rue principale. Et puis, c'est une rue comme ça, avec plein de maisons. Tu as fait combien de maisons en tout? 38 au total. Voilà, 38 maisons, ce qui fait quand même beaucoup. 38, c'est pas 5, 6, une dizaine de maisons. 38, ça commence à faire un paquet. Et c'est vrai que tu as créé un petit quartier, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un petit quartier. Pareil, j'ai trouvé ça super clean au niveau... J'ai pas vu les intérieurs, mais au niveau des extérieurs, tout ce qui était peinture, tout ça. Tu sais, il y avait deux couleurs, gris et blanc. Et même la jonction entre les couleurs, souvent, des fois, c'est dégueulasse, etc. Là, c'était vraiment clean, toutes les toitures, les angles, tout. Parfait. Non, c'était vraiment bien. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est sans parler d'immobilier, sans parler de chiffres, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est il y a les maisons, mais il y a les gens qui sont dans les maisons. Et ça, je trouve ça cool de se dire. Tu les vois habiter dedans. Tu crées, en fait, quand on fait de l'immobilier, les gens, ils ont souvent tendance à penser, on fait de l'argent, etc. Mais on faut dire aussi qu'on crée des logements pour des familles, on loge des gens. Et t'as vu, tu voyais le père avec les deux chiens. Oui, au fond là. Voilà, le môme qui joue au ballon. Et ça, je trouve ça cool dans le sens où tu crées des lieux de vie et tu as des personnes dans ces maisons. T'en as qui vont y passer 20, 30 ans peut-être. En tout cas, toute leur enfance, les enfants. Et c'est vraiment, dans le fond, c'est toi qui leur as mis un toit sur la tête.
Bien évidemment, ils l'ont payé ce toit-là, mais c'est quand même toi qui leur as mis sur la tête. Et derrière, eux, ils auront une partie de leur vie, de leur histoire, des souvenirs qui seront inscrits dans cette baraque, qui vont faire leur anniversaire dans ces maisons, je sais pas, plein de trucs. Et c'est plus que j'ai vraiment ressenti ça quand je suis allé voir, quand on est allé tout au bout de l'allée, on a eu les 2 chiens, etc. Et ouais, je trouve ça cool, tout simplement, je trouve ça cool. Et puis tu as pu découvrir un peu en dehors de Varsovie, parce qu'on est vraiment proche de Varsovie, on est en bordure. Ouais. On est pas très loin de l'aéroport. Ouais. Mais tu as pu découvrir aussi comment dire, les alentours. infrastructures, la route. Est-ce que tu vois une différence par rapport à la France? Non, infrastructure, non. Après, les alentours, ça reste... on est plutôt sur des champs, c'est assez plat. Voilà, c'est plat. Les routes, nickel, rien à dire. Je t'avais dit, tiens, ça ressemble aux autoroutes français. Non, après là-dessus, ça ressemble vraiment à chez nous. Je dirais, par exemple, tu vas en Italie, tu vas sur les autoroutes, tu sors, pas pour critiquer les Italiens, loin de là, je les aime beaucoup, mais c'est dégueulasse souvent. Tu as des trucs partout par terre. Ce qui m'a marqué, c'est en Sicile. Le côté propreté au niveau des routes, c'est tous les déchets. Quand tu prends la voiture en Sicile, c'est dur à voir parce que c'est une belle île. Et quand tu vois ça, ça marque quand même. C'est dommage. Ouais, voilà, là, c'est ce qu'on n'a pas. Alors, chez nous, dans nos campagnes en France, de manière générale, je trouve ça assez clean. En tout cas, de là où je suis allé, j'en ai fait quand même pas mal. À chaque fois, je trouve ça clean, c'est plutôt les centres-villes. Mais c'est vrai que là, c'est pareil, c'est clean, quoi, rien à dire. Alors, au niveau de la Pologne, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à y aller. C'est peut-être pas les destinations, peut-être pas, en tout cas, je vais parler pour moi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont plus intelligentes que moi là-dessus, auxquelles on pense. On va, nous, souvent penser peut-être à d'autres choses, à la Grèce, à aller au bord de mer, etc. On voit tellement Prague. Ce qui ressort souvent, c'est les gens ils vont aller à Budapest ou Prague. Voilà, exactement. Ils vont pas penser à faire un tour en Pologne. Exactement. Alors, Prague est très jolie. Budapest, je n'ai pas fait, pas encore. Mais c'est vrai que non, c'est quelque chose que je conseille. Quelque chose que je conseille et qui peut être fait, je dirais, de 2 manières. Tu m'arrêtes si je me trompe. Première manière, ça peut être fait sur une semaine, voilà, même en week-end romantique ou avec des potes. On va faire plusieurs, on peut faire la partie nord que j'ai faite, Cracovie et ici, aussi, ouais. Qui peut se faire encore une fois avec des potes, parce que j'imagine que pour sortir c'est très sympa aussi. Et, je confirme. Voilà. Et en couple. Et en même temps, je dirais que ça peut être un endroit où tu peux largement y passer, je pense, pour pas mal d'entrepreneurs, tu peux y passer 3-4 mois, tu as ta routine ici, tu vois, tu te prends un appartement bien placé, niveau connexion internet, c'est top, niveau infrastructure, c'est top, au niveau sécurité, c'est top. Je pense qu'il y a un vrai pôle, encore une fois, je pense, entrepreneur ici, donc tu rencontres facilement des gens qui ont des business, etc. Tu veux faire du sport, tu as plein de clubs de sport, tu as plein de salles qui sont super sympas, tout ça. Donc ça peut être aussi un espèce de tourisme, je dirais, moyen, court terme, où tu peux largement te faire 2-3 mois, bosser, avancer sur tes projets et en même temps être dans un endroit un peu dynamique. Donc c'est le conseil que j'ai à donner. Je dirais de s'inspirer aussi, peut-être, nous en tant que Français, en tout cas je vais parler encore une fois pour moi, parce que je ne vais pas parler pour tout le monde, mais de certains bons points de la Pologne et surtout des Polonais. Le côté travail que tu disais qu'ils ont vraiment, même le niveau des études, le samedi, dimanche qu'il faut faire des études, ils le font. Côté sécurité aussi, ce que tu me disais, c'est que les nanas elles peuvent sortir, elles se font jamais emmerder. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ouais. Voilà, chose que chez nous, malheureusement en France, ça dans certains endroits, pas partout. Je prends un exemple, ma copine qui est turque-albanaise, et quand elle est venue en Pologne s'installer, elle avait encore des réflexes de protection, entre guillemets. Ouais. Par exemple, son sac à main. Quand elle le mettait au restaurant à Istanbul, quand elle le met, elle le garde sur elle. Elle ne le met pas derrière, en fait, la chaise. Et ici, en fait, ça l'a chamboulé. Ouais. Parce que toutes les femmes, elles le mettent derrière, ou elles l'accrochent, où il y a le manteau, en fait, le porte-manteau, il n'y a pas de souci. Et ça l'a marqué, en fait. Elle était pas à l'aise encore. Et du coup, elle me dit, mais c'est incroyable quand même, je me balade dans la rue, j'ai aucun souci à me faire. Ouais. Tu veux prendre le métro, il n'y a pas de souci. C'est propre, nickel. Il n'y a pas d'agression verbale ou physique. Dans la plupart des cas, ça se passe nickel. Et ça, je trouve que c'est quand même... c'est agréable. Nous, en tant que Français, on doit prendre l'exemple là-dessus.
propreté aussi. Propreté. Si on pouvait arrêter de nous, en tout cas dans la capitale et dans certaines grandes villes, tout foutre par terre, tout dégueulasser, ce serait cool. Ce serait cool parce qu'on a quand même des très belles villes, on a des très beaux endroits. On est aussi chargé d'histoire. Mais ça devient pourri parce que y a plein de gens qui jettent tout et n'importe quoi. Paris, à chaque fois, il y a des grèves sur les poubelles, sur ça. Des fois, j'y allais, il y avait des montagnes de poubelles. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, quoi. Mais après, t'as les rats. C'est tout cumulé. Et puis même, t'as des touristes, je sais pas, t'as les Chinois qui ont économisé 2 ans pour leur mariage. Ils veulent faire un mariage à Paris, ils arrivent, il y a une montagne de poubelles, ça pue. L'autre, il se fait agresser, il se fait poignarder. C'est complètement débile parce qu'en fait, on est un pays, qui, encore une fois, qui est de mon point de vue incroyable, magnifique, on a tout pour. Et on est en train de tout saloper. Alors que ici, ils se sont pris la guerre 10 fois plus que nous. Après, il y a eu le communisme. Donc, forcément, après, ça a été galère. Et puis, là, il y a une vraie. Il y a un patriotisme, une fierté. Il y a le drapeau qu'on peut voir de manière générale dans la ville. Chez nous, le drapeau français, t'en vois plus. On a plein. C'est un jour, tu as l'occasion de... En fait, tu as deux dates importantes à Varsovie, en Pologne. Tu as le 1er août, pardon. Donc le 1er août 1944, c'était l'insurrection des Varsoviens contre les Allemands. Je t'avais montré, en fait, tu sais, le symbole, le P avec le W. Et c'est là, en fait, à 17h que les Varsoviens ont décidé de se battre contre les Allemands. Donc ils ont fait le soulèvement, en fait, c'est l'insurrection. Et du coup, si tu viens le 1er août à Varsovie à 17h, il y a la ville qui s'arrête. Pendant 1 minute, t'as les sirènes, et t'as tout le monde qui se rejoint en fait au centre-ville. Et t'as les drapeaux polonais, t'as les fumigènes. Et c'est quand même, t'as des frissons. Quand tu vois ça, à chaque fois, moi j'y vais en fait. C'est incroyable de voir ça, l'ambiance qu'il y a. Ouais, c'est prenant en fait. Tu sens la part d'histoire et tout le monde s'arrête. Ouais. Et tout le monde est le bienvenu. D'accord, ok. Que ce soit asiatique, africain, Amérique du Sud, américain, tout le monde en fait. Tout le monde porte le petit brassard polonais en fait, enfin le rappel de l'histoire. Et après, tu as l'indépendance de la Pologne, parce qu'il y a un point important, niveau historique, la Pologne a perdu plusieurs fois son indépendance. Pas qu'une seule fois en fait. Je sais plus le nombre, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est plus d'une quinzaine de fois. Et donc, tu as au mois de novembre, tu as l'indépendance de la Pologne, et du coup, tu vas avoir une marche de l'indépendance de la Pologne. Et donc, dans les médias français, ils vont dire oui, c'est la marche des nationalistes, extrémistes polonais, mais c'est pas le cas. Les gens, en fait, ils se sont dit, mon pays a disparu plusieurs fois de la carte. T'imagines, c'est en France, durant 1000 ans, on va dire, à partir des années 1100, 1200, t'imagines que si la France avait disparu de 15 fois de la carte. Et la Pologne, c'était le cas. Donc, c'est pour ça que je recommande aux gens de venir et voir comment c'est, en fait. Seule chose, c'est qu'il faut que ça le reste comme ça. Il faut pas qu'après, que ce soit trop open, trop ci, trop ça. C'est bien d'être ouvert, etc. Mais il faut vraiment garder ce patriotisme qu'on a chez nous, malheureusement, je trouve, perdu. J'espère qu'il se récupérera. J'en sais rien. Mais je trouve que vous l'avez de manière forte. Ça, c'est une très bonne chose. Et il faut vraiment le maintenir et pas le perdre, quoi. C'est bien de s'ouvrir. Je suis le premier à être d'accord là-dessus. Mais attention, s'ouvrir, mais en gardant son ADN et en gardant c'est sûr que son patriotisme, quoi. Tu sais, quand on était à l'île Maurice, tu mangeais des plats de l'île Maurice. Oui, exactement. Tu goûtais à la culture, voir comment c'est différent, exactement. Voir comment les gens se comportent, leur façon de penser. Si c'est pour retrouver une façon de penser à la française uniquement, c'est un peu dommage. Ouais, clairement. Mais c'est tout normalisé partout dans le monde entier, c'est dommage. Je trouve que c'est ce que l'Europe essaie un peu trop de faire. Et de mon point de vue, encore une fois, c'est dommage parce que ce qui est intéressant quand tu voyages, en tout cas, c'est de découvrir quelque chose d'autre. C'est une nouvelle langue, c'est une autre culture, c'est tout ça. Donc le fait que ce soit ouvert, que ce soit simple, qu'il n'y ait pas les frontières, ça c'est super bien, c'est super pratique, les vols et tout, c'est super cool parce que ça nous permet de pouvoir voyager, de pouvoir même travailler, échanger très facilement. Mais par contre, attention à la culture, ne pas l'enlever, quoi. Garder le patrimoine, garder la langue, garder tout ça. Et c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Et du coup, tu avais fait aussi l'Estonie. Ouais, j'ai fait d'autres pays. J'ai fait l'Estonie. J'ai fait d'autres parties. Tu vois une différence entre Tallinn et Varsovie ? Ouais, rien à voir. Je connais pas bien. Bon, l'Estonie, les peuples, c'est un peu différent. Il y a le côté, je dirais, un petit peu descendant, viking, etc. Très, très froid.
Je dirais que c'est des personnes assez froides, premier abord assez froide, enfin même pas qu'au premier abord, au second, au troisième, au quatrième, ils sont toujours aussi froids. Et il y a le côté russe, forcément, qui sont, de mon point de vue, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus ouverts. Au début, je pensais que c'était l'inverse en fait. Et en allant là-bas, j'ai vu ce côté-là. Estonie, plus gris. C'est plus gris comme pays. Ça construit, mais il y a moins de building, moins de dynamisme. Ils sont beaucoup moins, c'est plus petit. C'est plus petit. Hein, c'est pays baltiques, c'est hyper high-tech. Par contre, je pense plus high-tech qu'ici encore. T'as les robots dans la ville qui font des livraisons. T'en as aussi. Hein. Ça commence à arriver. La dernière fois, j'étais avec mon chien et il a bugué. Voilà. Je me disais, chez nous, tu mets un robot comme ça, ils vont mettre. Moi, les gens ici rigolaient en fait. Les gens ils rigolaient. Mais non, je dirais un peu plus high-tech, moins peuplé. Après, ouais, on sent moins le patriotisme là-bas qu'ici. En fait, là-bas, il y a une mixité des peuples. Ici, il y a le polonais, tu vois. Déjà, t'as qu'une langue. Là-bas, déjà, ils parlent estonien, russe. Déjà, t'as deux langues. Alors, officiellement, ils parlent tous estonien, mais quand t'es sur place... j'avais fait Tallinn, je sais que je trouve que les trois quarts, ils parlent russe, ce qui me dérange absolument pas. Mais voilà, c'est un peu différent. Okay, du coup. Un peu différent. Je trouve que la Pologne, il y a un vrai patriotisme. Tu vois, voilà, c'est un pays, pas un gros pays, mais c'est un pays, et il faut, de mon point de vue, qu'ils gardent ça. Tu veux revenir ici? Je vais revenir. Sur certains, moi, je vais revenir. Je ferai Cracovie, qui est plus touristique, mais qui, je pense, est à voir. Mais j'ai beaucoup aimé encore ici. Et si je reviendrai plus de temps, parce que là, j'ai fait en vitesse. Ouais, c'était très très rapide. Voilà, hier, c'était intensif. J'étais fatigué à la fin. J'aime bien me poser 3 semaines. J'ai ma routine, tu vois. Je fais mon sport, je fais mon boulot, et puis après, je vais visiter, parler aux gens et tout. Parce que donc, si tu vas à Cracovie, je te conseille, tu peux aller à Wrocław. Ok. Wrocław, c'était aussi une ancienne ville allemande. D'accord. Un côté un peu comme Gdansk. D'accord. Très belle ville. Ok. On appelle ça la Venise de la Pologne, en fait. D'accord. Okay. T'as le centre de la ville qui a été construit sur une île. Ok. Et quand tu marches, tu te rends pas compte, mais tu as une centaine de ponts. D'accord. Piétons. Waouh. Et d'églises. Et tu te rends pas compte que tu es sur une île, en fait. Ouais, d'accord. Okay. C'est des ponts piétons qui sont très larges. Énorme, ouais. C'est spacieux, c'est pas trop dense. Ok. Et donc, mais quand tu regardes la carte, tu vois bien que la ville est sur une île. Très très belle ville. Ok. Ça, je recommande. Et tu as le marché Noël, il est incroyable. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vraiment vraiment joli à voir. Ok. C'est ma première ville en Pologne, en fait. Quand je suis arrivé en 2007. D'accord. En bus de Metz. Ok. 24 heures Eurolines. Ouais. C'était une sacrée histoire. Et moi, je me rappelle, les Polonais me demandaient, mais pourquoi tu viens en Pologne? En 2007, c'était... C'était l'inverse. Ils venaient tous en France et moi, je partais en Pologne. On verra bien ce qui se passe. Et puis nous voilà, quelques années plus tard. Je fais de plus en plus de pays de l'Est. Et comme je te disais, j'adhère vraiment à certaines parties de la mentalité de ces pays-là. Encore une fois, sans mélanger, parce que je sais qu'il y a des petites guéguerres russes, ukrainiens, polonais, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là, parce que je trouve que de manière générale, vous avez un certain ADN qui est commun dans tous les cas, et vous avez des traits de caractère qui, pour moi, sont assez communs, et qui sont bien, et que nous, on a perdu, et qu'on perd de plus en plus, tu vois, et que je trouve qu'ici, c'est resté vraiment la valeur du travail, la place de l'homme, la place de la femme, le patriotisme, sans encore une fois dénigrer le reste. Mais je trouve la culture, etc. Ça, je trouve ça très bien. Et chez nous, je trouve que ce qui a été dommage, c'est de vouloir trop tout mélanger. En fait, on s'est perdu. Et ici, ce côté-là, je le trouve très intéressant. Attention à ne pas vous perdre, vous. Exactement. Bon, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à nous faire partager? Dernier mot que je pourrais faire partager à l'audience. Je te donne le choix. Une dernière chose que je pourrais dire, je dirais le fait de voyager. Le fait de voyager va vous permettre de voir plus grand aussi. Je l'ai dit au début, il faut essayer de voir grand. C'est facile à dire quand, en fait, c'est quelque chose qu'on va acquérir avec le temps. Et les voyages vont vous permettre de voir beaucoup plus grand. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait de venir ici, ça va peut-être donner des idées de voir... tiens, tu montrais comment tu payes ton parking avec des applications. Oui, tu peux payer directement avec la banque. Exactement. Tu as plein de petits trucs tout cons qui vont te permettre de voir plus grand et qui vont te dire, tiens, ça, il n'y a pas en France. Ou ça, il n'y a pas ici.
bah tiens, j'ai rencontré telle personne. Donc je dirais 2 choses pour l'entrepreneuriat, voyager et curiosité. Quand vous voyagez, ne restez pas qu'entre Français dans votre coin. Allez voir les gens, soyez curieux, parlez aux gens, essayez d'apprendre 2-3 mots de la langue et soyez comme un enfant en fait qui va découvrir un nouveau pays avec des gros yeux, qui va tout regarder, qui va tout capter. Et pour votre côté entrepreneurial, ça va énormément vous aider d'avoir cet état d'esprit-là. Tu sais, par exemple, au niveau business, tu vois, si tu faut commencer les casiers, si tu reçois les colis maintenant en France, Ouais. tu sais, les casiers automatiques. Regarde qui est l'entreprise. Ok, d'accord. Ça s'appelle InPost Group, Ok, c'est la Pologne. c'est la Pologne. Ouais. En fait, ils ont créé ça depuis déjà, ça fait pas mal d'années. Hein. D'accord, ok. Que toi, tu reçois en fait le code sur ton téléphone. Ouais. Et c'est très. En fait, ici, c'est pas récent. D'accord, ok. Ça fait déjà quelques années que ça fonctionne. Et c'est un Polonais qui a créé ça en fait, avec sa boîte. D'accord. Ça a grossi à vitesse grand V. D'accord. Et du coup, ils ont acheté les points mondial relais en Ok, France. d'accord. Et quand tu verras les casiers, c'est marqué InPost. Post. En fait, c'est marqué mondial relais. Ça garde le nom Ouais, français. ouais. Mais c'est Et by InPost. Voilà, ouais. en tout petit, c'est marqué InPost. Et Ok, InPost, d'accord. c'est Une c'est bonne polonais. Ok. Voilà. Voilà, comme quoi il y a des idées à prendre partout. Exactement. Bon, sur ce, je te dis à bientôt. Écoute, merci On va beaucoup, manger au Nico. restaurant. Merci beaucoup. On va manger thaïlandais. Ouais, c'est ça, avec mon associé. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Ciao, ciao.